yo mingi na ye epai na yo mabe manso nasalaki yo na ye olimbisanga mpona soni ngai napesaki yo bosana maso mama nazali na motema na yo limbisanga mama lelo nga nakanisi yo mabe maso nasalaki yo limbisanga batelanga lelo nga nakanisi yo mabe maso nasalaki yo limbisanga batelanga Bonsoir fidèles téléspectateurs de l'émission Tribune des femmes. Mon équipe et moi sommes ravis de vous savoir nombreux devant vos petits écrans pour suivre cette nouvelle production qui part de l'hôtel Léon à la Gombe. Et bien ce soir, nous avons choisi de vous parler de la femme rurale. Vous êtes sans ignorer que le monde a célébré récemment la journée internationale de la femme rurale. Et à travers le monde, les activités ont été organisées ça et là. Et dans notre pays, les associations féminines ont pensé organiser beaucoup d'activités à travers les pays et avec à leur tête le ministère du genre, enfants et famille. Et dans ce cadre-là également, un regroupement des femmes. Donc les femmes venues des différents coins de la ville de Kinshasa et des différents domaines. Je précise bien les femmes qui œuvrent dans différents domaines ont pensé à organiser 17 jours d'activisme. Donc, c'était 17 jours de conférences, 17 jours de descente sur terrain, justement pour célébrer cette femme rurale et voir dans quelles conditions travaille cette femme et voir comment apporter leurs idées, comment les aider à sortir de ces carcans et de certaines difficultés. Eh bien, quelques-unes d'entre ces femmes qui ont travaillé 17 jours durant se retrouvent autour de moi dans cette tribune des femmes et avec elles, nous allons essayer de décortiquer ce qui s'est réellement passé durant ces 17 jours et aussi parler réellement des vrais problèmes de la femme rurale. Donc, autour de moi, donc sur ces plateaux, je suis avec Madame Nadège Bopé. Elle est activiste des droits des femmes et des filles. Bonsoir, Madame. Bonsoir, Madame Christine. Côté de Nadège, il y a Joël Billet-Cheter. Elle est femme entrepreneur. Bonsoir, Joël. Bonsoir, Madame Christine. Madame Martine Goulungana est aussi là. Elle est femme exerçant des activités rurales. Madame Martine, bonsoir. Bonsoir Christine. Voilà, le décor est donc planté et la première question c'est de savoir qui est réellement la femme rurale. Je pense que je peux commencer par Nadège. Merci Madame Christine. La femme rurale, c'est une femme qui vit en milieu rural. Le milieu rural qui est différent du milieu urbain, c'est-à-dire de la ville, mais c'est également une femme qui vit en milieu urbain, mais qui a des activités en milieu rural. Donc des activités comme là-bas, l'activité principale, c'est l'agriculture. Donc une femme qui, elle peut vivre ici en ville, mais elle a des activités agricoles en milieu rural. On peut aussi la considérer comme femme rurale. Je pense que les autres peuvent aussi compléter. Est-ce qu'il y a un complément? Sinon, on passe à la deuxième question. Tout ce que je peux dire au sujet de la femme rurale, c'est que c'est exactement ce que vient de dire Nadège. Mais on peut aussi considérer que la femme rurale, finalement, c'est toute femme qui vit en milieu rural, mais qui n'exerce pas forcément des activités rurales. Ça peut être une femme avocate, il en existe, une femme maîtresse d'école, une femme gardienne de prison ou n'importe quoi. C'est une femme rurale. Mais je pense que communément, on en est arrivé à retenir l'expression comme étant uniquement les femmes qui développent des activités agricoles et des activités qui se pratiquent et se réalisent dans des conditions
conditions purement rurales. Voilà. Madame Martine, la femme qui vit dans la périphérie de la ville et la femme semi-rurale peut être classée également parmi les femmes rurales. Tout à fait, dans la mesure où, comme l'ont dit les autres, elle exerce la plupart de ses activités. Sa vie se passe essentiellement dans le milieu rural. Mais je dirais qu'une femme peut être totalement citadine, mais si elle n'a que des activités rurales, champêtres, elle est totalement en droit de s'appeler femme rurale, comme celle qui est née et qui vit dans le milieu rural. Donc toutes, elles ont ce chapeau-là. Et nous avons donc l'obligation de nous occuper de ces femmes-là. Nous comprenons maintenant la vraie définition de la femme rurale. Parlez-nous un peu maintenant de sa situation générale. Comment vit-elle et quel est le tableau qu'on peut dresser de cette femme-là dans notre pays? Si je peux en parler, je ne serai pas exhaustive sur la liste, mais si je peux dire quelque chose s'agissant de la femme rurale, les conditions, elles sont un tout petit peu déplorables. Par déplorable, j'entends, c'est des femmes qui n'ont pas accès ou qui n'ont pas droit, en tout cas, à la protection sociale, l'accès à la santé, l'accès à l'éducation, l'accès à des conditions décentes de vie, l'accès à un toit décent, l'accès au financement, aux besoins financiers ou au système financier. Tous ces accès-là leur sont à ces femmes rurales assez difficiles à atteindre. Donc je pense que les conditions sont déplorables. C'est des conditions que nous avons jugées bon au sein de cette organisation. Vous l'avez relevé, en fait, nous sommes des femmes engagées simplement pour la cause de ces femmes rurales. Nous mettons en œuvre ou ensemble les différentes compétences et les différents talents que nous puissions avoir, les différents carnet d'adresses, pourquoi pas, pour faire en sorte que effectivement nos compatriotes, parce qu'on en parle comme étant des femmes, on a toutes, chacune dans la famille, une personne qui est liée au monde rural, une personne qui agit, qui vit ou qui connaît quelqu'un dans ce milieu-là, donc on est très très fortement touché, d'autant plus que la femme rurale représente plus de 80% de la tranche des femmes ici en RDC. Donc si on dit que, allez, il y a 52% de femmes en termes de population totale, et bien dans les 52, il y a 80% d'entre elles qui sont des femmes rurales. Donc leur cas ne peut que nous concerner, ne peut que nous toucher. C'est pour ça que nous essayons d'apporter tant qu'on peut notre pierre à l'édifice. Oui, voilà. Nadège, apparemment vous voulez compléter, oui, par rapport à la situation de la femme rurale. Parce que Madame Joël a tout dit, elle a épinglé tous les aspects de la situation de la femme rurale qui est déplorable. Je vais juste marteler sur les femmes rurales mais qui travaillent dans l'agriculture, qui connaissent aussi d'énormes problèmes. Et les premiers problèmes que je peux citer, c'est les problèmes d'accès à la terre. Ce sont des femmes qui font l'agriculture mais qui travaillent sur des lopins de terre qui ne leur appartiennent pas. Et c'est difficile puisque selon certains us et coutumes, elles ne peuvent pas être propriétaires. Mais en dehors de ça, elles n'ont pas aussi les moyens financiers nécessaires pour se procurer une terre et développer ses activités champêtres. Ça, c'est déplorable. Et ce sont des femmes qui ont un pouvoir économique qui est très faible, alors très faible. Bien qu'elles arrivent à produire, à faire de l'agriculture, mais elles sont limitées puisque déjà la façon dont elles font ces activités, c'est vraiment, on peut dire, dans des conditions qui sont archaïques. Elles ne connaissent pas les méthodes et les techniques culturelles modernes ou innovantes, s'il faut les dire, mais aussi elles n'ont pas les moyens nécessaires pour se procurer des intrants et des matériels agricoles adaptés. Donc voilà un peu, elles travaillent, elles font des activités champêtres, mais elles n'arrivent pas à se prendre en charge et à assurer leur autonomisation socio-économique. Donc la situation est vraiment déplorable. Ouais, la prise en charge, nous allons y revenir, c'est très intéressant. Passer la parole à Madame Martine parce qu'elle veut ajouter aussi quelque chose. Ajouter un fait que nous connaissons, mais peut-être nous passons à côté. Tout ce que nous faisons pour la femme rurale, je pense que ce dont elles ont le plus besoin, vous l'avez compris dans la déclaration de mes collègues,
c'est qu'elle a plus besoin d'informations. L'information sur quoi? L'information sur elle d'abord, en tant que femme. Donc, comment elle vit sa vie de femme? Elle n'en a pas. Comment, en tant que femme, elle travaille pour la communauté? Parce que c'est elle qui fait vivre la communauté. Je ne me base que sur des cas qui sont, peut-être que je connais, mais qui sont les mêmes dans toute la République, qui sont les gens. Mais donc, je me dis que tout tourne autour de l'information que nous devons apporter à cette femme rurale. Elle ne sait même pas qu'elle est importante. Pour elle, comme a dit Nadège, c'est depuis des temps immémoriaux qu'elle travaille comme ça et qu'elle est obligée de travailler. Que voulez-vous qu'elle fasse d'autre? Elle a peut-être même étudié un tout petit peu, mais ça s'arrêtera où? À la production des enfants et à la production de la nourriture pour faire vivre la communauté. Mais est-ce qu'elle a toute l'information pour se prendre en charge, pour se gérer en tant que femme, en tant qu'acteur principal de la vie? Pourquoi n'a-t-elle pas l'information sur sa propre personne? Elle ne l'a pas parce qu'elle n'a pas accès. Elle n'a pas accès à l'information. Ces journées d'activisme nous ont servi à faire prendre conscience à la femme rurale, et je pense que nous avons l'obligation de répercuter cette information à travers vos médias, qu'elle prenne conscience qu'elle a le droit d'exiger l'information. Elle a le droit de savoir tout sur la gestion de son temps, la gestion de son corps, la gestion de sa vie entière, en tant que femme, mais je répète, en tant qu'acteur important du développement de ce pays. Elle doit le savoir. Sur les 17 jours d'activisme, nous allons y revenir, mais parlons un peu de sa prise en charge. Tout à l'heure, Nadège a soulevé le fait qu'elle ne sait même pas, même lorsqu'elle cultive, elle ne sait même pas se prendre en charge pour ses petits besoins et tout. Ce n'est pas parce qu'elle est encore restée dans les méthodes archaïques. Vous n'êtes pas de cette idée-là? Oui, je pense que, mais est-ce qu'elle est restée volontairement dans les méthodes archaïques? Non, c'est justement ça la question. Nous sommes allés, nous nous sentons aujourd'hui concernés par la cause de ces femmes, parce que nous savons très bien que par elles-mêmes, elles n'ont aucune possibilité, aucune espèce d'idée de ce qui peut être pour elles aujourd'hui un déclic pour les sortir de cette situation. Aujourd'hui, si elles sont encore dans ces cultures, c'est à nous de les aider à sortir de là. À leur faire comprendre qu'avec les changements climatiques, il y a des cultures adaptées. À leur faire comprendre que les changements climatiques exigent une autre, une autre approche, un concept économique différent. Il faudrait qu'elles comprennent que les semences qu'elles utilisent ne sont pas forcément les bonnes semences adaptées réellement à leur terre. Je veux dire, il y a tant de choses dans ce domaine qui ne nécessitent pas le fait d'être simplement une personne ayant évolué toute sa vie dans le monde rural. Ça exige aujourd'hui qu'il y ait l'intervention des scientifiques, l'intervention des différents activistes, parce que nous leur apportons, comme a dit Madame Martine, l'information. Ça exige plusieurs autres, aspects qui entrent en ligne de compte pour changer réellement la condition de cette femme rurale, principalement dans notre pays qui reste un très très grand jardin avec près de 80 millions de terres arables. Nous sommes encore en 2018, il y a le mois de mars qui est réservé à la femme. Parmi les activités prévues durant ces mois-là, les Nations Unies ont accordé une importance aussi à la femme rurale, d'où il y a eu quelques actions menées dans ce sens pour améliorer les conditions de cette femme. Depuis qu'on a organisé ces actions, ces activités à travers le monde, vous êtes dans ces milieux-là, vous accompagnez ces femmes-là. Est-ce qu'il y a-t-il eu des avancées qui aillent dans le sens à alléger un peu les conditions de cette femme rurale? Bon, si je peux dire, je pense qu'il y a quand même eu des avancées, même si ces avancées minimes, et puis ça n'a pas vraiment eu d'impact sur le changement des conditions de vie et de travail de ces femmes et de leur communauté. La première avancée que je peux citer, c'est déjà le fait de savoir qu'il existe une femme rurale quelque part qui travaille, qui est le pilier du développement économique du pays. Le fait là de parler d'elles, de parler de leur travail, d'organiser des activités autour d'elles, c'est déjà une avancée parce que la plupart d'elles ont pris conscience du fait qu'elles sont des actrices qui jouent un rôle
prépondérant dans la sécurité alimentaire des populations. Certaines d'entre elles ont pris conscience, c'est déjà une avancée. Mais il y a encore beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup de choses à faire, il y a encore, ça demande encore beaucoup d'efforts à mettre en place, à consentir pour que leurs conditions, leur situation changent réellement. Vous avez parlé des prises en charge, par exemple. La femme rurale a droit d'accès à l'information, comme Maman Martine a dit, mais elle a aussi droit d'accès au financement. Il faut mettre en place des services de microfinance et tout pour leur permettre de développer leurs activités, de ne pas rester dans l'agriculture de subsistance, mais de devenir des vrais entrepreneurs agricoles, comme on voit dans d'autres pays. Vous voyez au Guinée avec les femmes qui fabriquent le beurre de karité. Ce sont des femmes rurales, mais leur produit est vendu au monde entier. Donc moi je pense que les avancées les efforts qui restent doivent aller dans ce sens, c'est de faire de ces femmes-là vraiment des grands entrepreneurs agricoles qui vont contribuer à la sécurité alimentaire du pays, mais aussi à répondre aux questions de la pauvreté. Je pense que Madame Joël et Maman Martine vont compléter. Okay. Non, parce que ce que je voudrais compléter, c'est qu'on l'a dit, l'objectif de 17 jours d'activisme était de mettre l'accent sur l'autonomisation des femmes rurales et de leur communauté. Parce qu'il est impensable de faire d'une femme rurale quelqu'un qui se positionne comme étant une actrice de développement, mais en ayant une communauté complètement faible. Ça veut dire des enfants qui ne sont pas éduqués, le reste du ménage ou de la famille qui ne bénéficie de rien. Donc notre travail, si vous voulez, notre contribution, notre apport, c'est à travers principalement les objectifs de développement durable, mettre sur la table les différents piliers, les différentes approches qui feraient en sorte que l'autonomisation se fasse réellement, faire de ces femmes des entrepreneurs pour qu'elles puissent s'auto-prendre en charge, faire de ces femmes des moteurs de développement pour que demain l'exportation se fasse grâce aux produits locaux qui seront transformés et qui seront conditionnés dans les meilleures conditions et qui auront un label adapté par rapport aux autres aussi, parce que il y a l'amélioration de certains semences. C'est tout ça, c'est en fait une question de chaîne alimentaire, une question de chaîne de valeur qui intervient et une question de réseau de distribution qui se met en place. Donc nous sommes là vraiment pour autonomiser la femme rurale à travers différentes approches et à travers différentes techniques. Madame Martine, je pense que je suis dans la même... Ouais. Mais vous avez, tout ce que vous dites là depuis le début, c'est déjà prévu dans les ODD. Est-ce que vous avez été sur le terrain? C'est essentiellement d'abord pour que ces femmes-là sachent que les ODD existent. Mais vous, en les contactant, est-ce que avez-vous eu l'impression qu'elles connaissaient quand même, elles ont quand même entendu parler des ODD qui prévoient quelques dispositions aussi pour elles? Bon, peut-être pas à 100%. Elles en entendent parler, mais dans leur vécu quotidien, elles ne le sentent pas. Je reviens encore, elles ne le savent pas parce que c'est des gens qui passent pour elles, c'est des gens qui passent, qui font leur cirque, je peux dire, excusez-moi du terme, et puis qui s'en vont. Mais elles, dans leur vécu quotidien, comment vivent-elles? Est-ce qu'elles ont l'information? Est-ce qu'elles ont le temps d'écouter votre émission? Est-ce qu'elles ont le temps de lire, de s'informer? Est-ce qu'elles savent que ce qu'elles plantent, on peut conditionner ça et conserver ça pour pouvoir être utilisé dans 6 mois, dans une année, dans de meilleures conditions? Elles ne le savent pas. Laissez-moi dire, peut-être utiliser une expression en lingala, tirana salakaka. Je trouve scandaleux qu'une femme ait produit des ananas et que ces ananas n'arrivent pas dans un centre d'utilisation tel que Boma, Matadi, Kinshasa, mais que ces ananas pourrissent sur la route parce que le véhicule qui l'a transporté a mal conditionné, le véhicule est tombé en panne et les ananas ont pourri. Moi, ça arrive sur la route. Mais moi, ça m'a scandalisé et c'est depuis lors que j'ai juré que je ferai ce qui est à mon pouvoir, non seulement pour apporter l'information, mais pour aider à faire passer les produits d'une étape à une autre, leur donner une plus-value pour que ce soit au moins conservé. Qu'est-ce qui nous manque à nous? La technologie, le savoir, le savoir-faire. Et nous voulons que la femme rurale sache
qu'elle peut arriver à ce niveau-là. Certes, nous n'allons pas le faire en un tour de main, en une année. C'est un travail de longue haleine. Ce que nous venons de commencer, c'est un processus. Et je voudrais demander que tout le monde comprenne que le processus, il prend le temps. Par rapport aux objectifs de développement du millénaire, ODD, quels résultats pour notre pays? Parce que d'ici 2030, nous devons quand même présenter quelque chose. Ça ne peut pas rester un slogan, justement, parce qu'à l'issue, à mon retour de Séoul, à cette réunion qui, justement, mettait sur la table l'état d'avancement de la mise en œuvre des ODD dans les différents pays, je me suis rendu compte combien la RDC était en retard. Mais ce qui doit se faire en RDC ne doit pas se faire uniquement que par les gouvernants. En tant que partie prenante, nous de la société civile, nous du secteur privé, il nous incombe aussi le devoir d'apporter notre pierre à l'édifice et de faire en sorte que cette situation évolue et qu'elle change. Vous avez évoqué beaucoup d'écueils, beaucoup d'obstacles, beaucoup d'entraves, beaucoup de vicissitudes de la vie de la femme rurale. Nous avons mis en place un certain plan d'action, je vais le dire, parce que après les 17 jours, ça s'est terminé le 17 octobre. Donc on a fait du 1er octobre au 17 octobre. Mais après, il faut voir quelles sont les actions qui correspondent à quel ODD et qui touchera quelle cible de quelle localité. Nous ferons ce qui est notre part, sans prétention aucune, apporter l'information à ces femmes-là, mais apporter aussi des formations à ces femmes-là. Qu'est-ce qu'on doit faire au regard de tout ça pour qu'on arrive quand même à des bons résultats d'ici 2030? Voilà, madame, je pense que madame Joël l'a dit, c'est une question de responsabilité. L'État a sa part des responsabilités qui, du reste, est la plus grande. Mais nous aussi, en tant que citoyens, en tant que société civile, en tant que secteur privé et autres, nous avons aussi une responsabilité dans l'avancement de la réalisation des ODD dans notre pays. Et tu as évoqué plusieurs problèmes, plusieurs conditions déplorables dans lesquelles vivent les femmes rurales. Et le problème de la femme rurale, pour les résoudre, il faut que ça soit vu d'une manière holistique. C'est-à-dire, on ne peut pas seulement partir avec l'agriculture, les autonomiser dans l'agriculture, alors qu'elles peuvent avoir des problèmes avec la santé, les problèmes avec la scolarité et autres. Donc, c'est une responsabilité, premièrement pour l'État, de faire de nos milieux ruraux des villes durables, des villes et des communautés durables. Ça fait partie des objectifs de développement durable. C'est le 12 justement, merci Madame Joël. On ne va pas faire venir ces femmes-là en ville pour qu'on les mette dans de bonnes conditions. Non, elles doivent rester dans leur milieu, mais faire de ces milieux-là des villes durables. C'est-à-dire des milieux où elles auront accès à l'énergie, elles auront accès à la santé, accès à tous les aspects de la vie pour qu'elles soient réellement dans de bonnes conditions. C'est à nous de nous lever en tant que citoyens, en tant que société civile, de mener des actions de mobilisation, des actions de sensibilisation, de formation des terrains, mais aussi de faire les plaidoyers, le monitoring de l'action publique. Il faut qu'on arrive à faire comprendre à l'État qu'il doit consentir beaucoup d'efforts dans la réalisation des ODD et par le monitoring et les plaidoyers pour que des actions concrètes soient mises en place et que des vraies politiques soient développées. Quels sont réellement les problèmes, les difficultés réelles de ces femmes, hormis tout ce que nous avons cité? Dans le cas des 17 jours d'activisme, nous avons eu à faire des visites sur le terrain parce que nous ne sommes pas seulement restés entre les quatre murs. La différence avec d'autres activités qui organisent pour la cause des femmes rurales, c'est que souvent ça s'est fait entre quatre murs. Ce sont des conférences et finalement, même les femmes rurales n'y prennent pas part. Mais nous sommes allés à la rencontre des femmes rurales. Nous avons fait des vraies visites des terrains où nous avons rencontré les problèmes. Ça reste le même. Les problèmes d'accès à la terre. Ces femmes-là n'ont pas accès à la terre. Les problèmes d'accès à l'eau. D'abord à l'eau potable premièrement pour la consommation familiale et autres. Mais aussi à l'eau utilisée pour leur culture. Il n'y en a pas. Et elles ne savent pas les techniques, comment irriguer de l'eau. Donc, le problème, le manque d'information également. Il y a aussi un problème de ces manques-là de professionnalisation de leur métier. Elles travaillent dans des conditions
éparpillées, chacune fait ce qu'elle veut, tout ça. Elles n'ont pas de coopératives, elles n'ont pas des associations de paysannes et tout ça. Donc vous voyez un peu. Donc, il y a aussi l'insécurité qu'elles avaient. Justement, il y a un problème d'insécurité, c'est-à-dire qu'il y a des jeunes qui viennent la nuit pour voler leur culture. Il y a également les problèmes de viol et de violences sexuelles. Donc, voyez un peu, Madame Joël va compléter, mais comprenez que ce sont vraiment ces femmes-là vivent dans des conditions qui ne leur permettent pas de s'épanouir ni de devenir autonomes. Au-delà de tout ce que vient d'énumérer Nadège, moi, s'il y a un des obstacles qui me touche principalement, c'est le manque d'outils, manque d'équipement pour les femmes rurales. Que voulez-vous que des femmes qui, avec tout ce qu'on a épinglé comme problème, soient encore obligées de courber l'échine? Mais vraiment, c'est dans le sens propre du terme. Ça veut dire se baisser, imaginez la pénibilité de leur travail, pour travailler à la houe et utiliser un arrosoir. Parce qu'aujourd'hui, il arrive encore de voir des institutions, ici au Congo, ici en RDC, de voir des administrations apporter à ces populations-là arrosoirs et houe. Et parler en même temps de mécanisation de l'agriculture en RDC. Je trouve qu'il y a une incohérence qu'il faudrait à tout prix que nous, puisque nous nous sommes mis ensemble, que nous puissions combattre, mais évidemment aux côtés de nos gouvernants, faire en sorte que les choses changent. Un pays à la taille du nôtre ne peut plus continuer à avoir une agriculture artisanale comme c'est le cas, manquer de débouchés comme c'est le cas aujourd'hui. La question de la femme rurale est une question d'État. On ne doit pas le traiter comme si on parlait, d'un cours de chant ou d'un concours de dessin quelque part. Nous parlons de la frange la plus importante de notre population et c'est cette frange qui nous nourrit. Oui, Nadège, vous voulez compléter? Oui. Aujourd'hui, nous parlons de manger bio. Mais nous apprenons que les femmes rurales, vous faites peut-être pas toutes, mais quelques-unes, utilisent encore des engrais chimiques à la place des engrais verts. Nous devons manger bio, c'est la sécurité alimentaire, car les engrais chimiques détruisent et la terre et les corps. Vous avez organisé 17 jours d'activisme. Est-ce que vous avez apporté cette information-là auprès de ces femmes? Nous avons traité pratiquement toutes les questions et tous les écueils à l'agriculture. Nous avons traité ce genre de choses. Je veux dire que la question de la production, de la productivité de la femme congolaise nécessite une prise en charge sérieuse, une mise en application sérieuse d'une vraie politique en matière agricole. Mais en matière agricole, on parle aussi actuellement de l'agriculture durable. Nous, nos femmes rurales sont encore en train de cultiver les légumes. Mais est-ce que pensent-elles à une agriculture durable, à planter les arbres fruitiers et à ne pas détruire l'environnement en fabriquant des braises par-ci, des charbons par-là? Contrairement à ce que l'on croit, ça ne paye pas, ça n'enrichit pas. Je ne connais pas une femme agricultrice ou un agriculteur qui ne fait que l'agriculture vivrière qui soit devenu riche pour ça. Je n'en connais pas. Je le mettrai au défi. Par contre, en plantant des arbres durables, c'est ce que je suis déjà j'ai entrepris de me convertir en fait. L'agroforesterie, des arbres utiles. Je prends tout simplement le cas de l'arbre Wenge. Ça coûte très cher, mais les gens pensent que ça ne me donnera rien. Non seulement j'ai planté des Wenge, mais j'ai planté des arbres fruitiers. Mais j'ai voulu sensibiliser tous les collègues, disons, tous les collègues du plateau où je suis, mais ils estiment que ça ne paye pas au jour le jour, ça ne paye pas chaque mois. Mais il faut que l'agriculture durable entre dans la tête. Voilà pourquoi l'effort de sensibilisation et de formation à longue haleine, ça doit être un des efforts que nous allons fournir. Nous n'allons pas nous arrêter aux 17 jours. Je vous ai dit, c'est un processus. Et nous devons aller partout. Le Congo, c'est un continent. Kinshasa n'est qu'une province. Et donc, ce que nous disons là,
J'aimerais savoir quelle est cette femme à, je ne sais pas, Inongo, qui ne serait pas contente d'avoir cette information-là. À Lubero, n'importe où. Nous avons des richesses incroyables. Et partout au Congo, on peut planter durablement. Voilà, là, vous pouvez compléter parce qu'on va déjà vers la fin de l'émission. Ok. Ouais. Nous, déjà, avec ce que nous faisons sur le terrain, nous essayons de faire comprendre aux femmes et aux femmes rurales qu'elles peuvent faire le compost avec les déchets organiques pour avoir les fertilisants pour le sol, qu'elles peuvent utiliser le moringa ou les grains de Nîmes comme pesticides et tout. Donc voilà un peu, nous avons déjà commencé les processus et petit à petit, on va intensifier nos activités, ça va être vulgarisé. Et par rapport à l'agriculture durable, moi je peux même dire que c'est l'enjeu de l'heure, puisqu'on parle tout du durable actuellement avec les objectifs de développement durable et tout. On veut mettre en place des actions qui pourront servir aux générations futures qui viendront. Et l'agriculture durable a plusieurs avantages, en tout cas sur tous les plans. Sur le plan économique, Maman Martine l'a bien expliqué, c'est-à-dire que ça participe vraiment à l'autonomisation. L'autonomisation devient même durable. Vous avez vos fruits, vous avez votre arbre. L'arbre, c'est pas dans 2 jours, dans 3 jours, dans 3 mois, non. L'arbre va rester pendant plusieurs années et là, à chaque moment, vous avez les fruits, vous pouvez vendre et vous autonomiser complètement. L'enjeu environnemental aussi, les arbres participent à atténuer les gaz à effet de serre, qui est un vrai bouclier contre le changement climatique. Donc voilà un peu. Mais j'aimerais soulever le point. Il y a un problème par rapport à l'agriculture durable, c'est que les femmes rurales, la plupart de notre pays, ne savent pas faire l'agriculture durable parce qu'elles font leurs activités champêtres sur des terres qui ne leur appartiennent pas. Alors qu'une terre qui ne vous appartient, pas, vous ne pouvez pas planter un arbre parce qu'il faut le rendre, la question du foncier, il faut le rendre à son propriétaire pendant une période donnée. Or, l'arbre va rester 10 ans. Vous, il faut que vous rendiez la terre après, au bout de 2 ans. Donc, vous voyez un peu, c'est une entrave au développement de l'agriculture durable. Donc, la question foncière, il faut le voir, c'est un droit. Le pays dispose d'un arsenal juridique qui est clair sur la question foncière. Mais, en tout cas, il y a des chefs de terre, il y a des autorités politico-administratives de ces côtés-là qui font beaucoup de choses, qui font n'importe quoi. Alors, l'État doit bien voir cette question-là. Chaque jour, il y a des terres qui sont spoliées, donc il y a beaucoup de choses, justement. Un mot pour terminer et peut-être les encourager dans les crédits, à l'accès de la terre et autres. Nous disons que la femme doit prendre conscience de son rôle. Pas seulement de mère en tant que procréatrice, mais en tant que premier agent du développement de sa communauté et de tout le pays. Voilà pourquoi elle doit être ouverte à tous les apports pour s'améliorer, pour aller de l'avant, pour connaître ses droits et pour les défendre. Je ne dirais pas bec et ongle, mais elle doit pouvoir défendre à travers... Il y a beaucoup de structures. Je ne parle même pas seulement des députés. Il y a beaucoup de structures qui peuvent aider la femme, donc vraiment, à ce qu'elle soit à l'aise là où elle est. Qu'elle ne cherche pas nécessairement à aller en ville, parce qu'elle n'aura rien à envier à celle qui est en ville. Elle aura plus de richesse là où elle est. La première richesse, c'est l'information. L'autre richesse, c'est la terre. Elle doit avoir les mêmes droits de posséder les terres et d'en faire une agriculture durable pour les générations futures. Parce que ce que femme veut, Dieu le veut. Déjà, si je peux m'adresser directement aux femmes rurales, j'ai envie de dire déjà, c'est un grand miracle parce que la plupart sont dépourvues d'énergie. Je sais qu'elles n'ont pas d'électricité, mais pour celles à qui le message sera relayé, je tiens à dire que nous sommes toutes de cœur avec elles. Nous allons de la fourche à la fourchette nous occuper à ce que ces femmes
se réalisent réellement en tant qu'actrices de développement et qu'elles deviennent de véritables entrepreneurs. Ce n'est que de cette manière-là qu'on pourra parler d'une autonomisation complète de la femme rurale. Ça veut donc dire que nous mettrons tout en œuvre. Nous mettrons en œuvre nos compétences, nous mettrons en œuvre nos contacts, nous ferons beaucoup de plaidoyers, nous ferons intervenir, pourquoi pas, des compétences et des expertises venant d'ailleurs, de sorte à ce que le lot de femmes que nous avons ciblées, parce que nous n'avons pas la prétention de travailler pour toute la RDC, mais en tout cas pour le noyau des femmes que nous avons identifiées ici dans la capitale et dans les abords périphériques, à ces femmes-là, il y aura un changement qui réellement pourra s'opérer, un changement pour elles et pour leur communauté. Et là, je pense principalement à leurs enfants. Donc voilà, je dis que nous continuerons à faire des choses pour elles. Voilà. Madame Nadège. Bon, un dernier mot en tout cas pour les femmes rurales. Je leur dirais que d'être ouvertes, comme maman Martine l'a dit, de prendre conscience du rôle prépondérant qu'elle a à jouer dans la sécurité alimentaire et dans l'avancement de la réalisation des ODD. Et en dernier lieu, de contourner, s'il le faut, toutes les barrières socioculturelles, les carcans socioculturels et les briser même dans lesquels elles sont enfermées, parce que nous sommes prêts, nous sommes engagés pour les accompagner, pour faire d'elles des vraies actrices de développement et faire d'elles des vrais entrepreneurs.